Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce lundi 13 juin. Le secrétaire d'État aux anciens combattants était à Maglan ce lundi pour inaugurer une plaque en mémoire des harkis. Ce déplacement fait suite au plan d'action en faveur des anciens membres des forces supplétives et de leurs proches. Nous nous intéresserons ensuite au gypaète barbu. La première femelle a été lâchée dans les Alpes en 1989. Aujourd'hui, elle nous rappelle que la réintroduction de cette espèce reste fragile. De nouvelles techniques de suivi sont mises en place et notamment de toute récente pose de balises GPS. Enfin, nous remonterons le temps avec l'exposition tirée à 4 épingles. Julie Marchand nous fera découvrir des habits d'époque et nous montrera la richesse des costumes traditionnels. Je vous le disais en titre, Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendu ce lundi après-midi au hameau de forestage de Maglan où il a inauguré une plaque commémorative en hommage aux harkis. Ce déplacement fait suite au plan d'action en faveur des anciens membres des forces supplétives et de leurs proches. Une des actions de ce plan prévoit de commémorer les lieux de vie et de travail des harkis en posant des plaques dans les hameaux de forestage. Pour rappel, les hameaux de forestage étaient les lieux où vivaient et travaillaient des familles harkis après leur rapatriement de la guerre d'Algérie. On écoute le secrétaire d'État au micro d'Emmanuel Jaude. Ça fait partie du plan harki qui a été voulu par le président de la République et qui a été annoncé par le Premier ministre Manuel Valls en 2014. C'est faire connaître, mieux connaître l'histoire des harkis. Les harkis qui ont été accueillis en France en 1962. Ici, cela s'est bien passé, l'intégration, semble-t-il, était plus facile qu'ailleurs. Dans certains secteurs, l'intégration des harkis avait été très difficile, et même dans des conditions, je dirais, indécentes. Ils ont dû quitter l'Algérie précipitamment et ils sont venus en France. Leur histoire, je dirais, est différente d'un secteur à l'autre, mais dans tous ces hameaux de forestage qui avaient été créés pour leur donner du travail, les conditions de vie n'étaient pas les mêmes partout. Et je crois que c'est toute cette histoire-là qui est inconnue lorsqu'on sait que certains sont restés dans ces hameaux de forestage juste dans les années 1980. La population ignore tout cela. Le parc national de la Vanoise nous propose de découvrir l'histoire d'une des premières femelles de gypaète barbu lâchée dans les Alpes en 1989. Aujourd'hui, elle ne peut plus voler, mais elle nous rappelle que la réintroduction de cette espèce reste fragile. Des nouvelles techniques de suivi sont mises en place et notamment la toute récente pose d'une balise GPS. Les explications de Chloé Tardivet du parc national de la Vanoise et de Jean-Paul Crespi. L'histoire de Marie-Antoinette est une histoire attachante et chargée de symboles. Première femelle de gypaète barbu lâchée dans les Alpes en 1989, elle heurte en 2004 des câbles électriques. Pendant 15 ans, elle a rempli sa mission, donner des sens dans le milieu naturel à des gypaétons, dans le seul but de permettre à ce vautour de reconquérir les massifs alpins. Marie-Antoinette est née en 1989 en captivité en Autriche. Elle a été relâchée la même année en Haute-Savoie. Et du coup, elle est à l'origine vraiment de la réintroduction, puisque jusqu'à maintenant, on a relâché plus de 170 jeunes gypaètes dans les Alpes. Marie-Antoinette est aujourd'hui à l'abri dans les volières de l'unique centre français de gypaète barbu installé face au Mont Blanc. Et son histoire nous rappelle que cette grande opération de réintroduction est encore récente et fragile, malgré les suivis et les nombreuses études scientifiques réalisées à son sujet. Depuis peu, la pose de balises GPS vient renforcer les dispositifs de suivi des oiseaux. En 2004, Marie-Antoinette a été blessée, probablement due à une collision avec un câble aérien. Elle a été récupérée à Val d'Isère par des agents du parc national de la Vanoise. Elle a une aile qui est blessée, donc elle ne peut plus voler. Le fait de poser un GPS sur un jeune gypaète né en nature est vraiment très intéressant pour le suivi de l'espèce. Ça nous permet de mieux comprendre la dispersion, les déplacements de l'oiseau, et également de retrouver des animaux blessés ou morts et de mieux comprendre les causes de mortalité de cette espèce. Cette balise GPS est un système assez léger et qui est monté sur l'oiseau grâce à un baudrier et qui ne gêne en aucun cas le déplacement de l'oiseau et qui est prévu pour tomber tout seul au bout de quelques années. Pose de balises GPS au nid et analyse génétique de plumes, l'arsenal pour protéger ce grand rapace indispensable à l'équilibre naturel des montagnes s'enrichit. Un gage d'efficacité pour mieux apprécier ses déplacements et comprendre ses comportements dans le milieu naturel. Demain aura lieu la journée mondiale des donneurs de sang. En région Auvergne-Rhône-Alpes, les réserves de sang sont jugées basses et la situation très fragile. Le mois de juin s'annonce donc décisif selon l'EFS qui espère une hausse de 30 000 dons lors de cette journée. À l'approche de l'été et avec l'euro, l'EFS appelle donc à la générosité.
Le domaine départemental d'art et de culture de la Châtaignière-Ravoray, à proximité d'Ivoire, a présenté l'exposition tirée à 4 épingles, costumes des pays de Savoie. Une exposition proposée jusqu'au 31 octobre 2016. Une initiative portée par nos 2 départements qui ont collaboré sur le projet. C'est donc l'occasion de mettre en avant la richesse des costumes traditionnels et de décrypter leurs codes religieux et sociaux typiquement savoyards. Julie Marchand nous les fait découvrir. Revenons dans le passé, quelques centaines d'années en arrière. À l'époque, pas de jeans ou de baskets. Dans la région, on s'habillait comme ça. Et sans l'ouverture automatique des portes, l'illusion serait parfaite. Les costumes présentés ici ont été conservés par des passionnés. Ils sont aujourd'hui accessibles à tous. Je crois que c'est vraiment important de montrer cette diversité qu'il existe en Pays de Savoie, au-delà de ce costume un petit peu unique, d'un modèle unique comme on a la bigoudaine en Bretagne et la tarine en Savoie, et de s'attacher à voir toute la diversité des couleurs, la diversité des formes, la diversité des codes sociaux et religieux. Cette exposition est une volonté politique de 2 départements, de Savoie et d'Haute-Savoie. 6 mois de travail ont été nécessaires pour démarcher les collectionneurs privés, les associations et autres amateurs et rassembler le plus grand patrimoine possible provenant de l'ensemble des vallées de Savoie. L'initiative part du musée savoisien de Chambéry, qui est pour le moment en travaux et ne pouvait pas accueillir l'exposition. Le musée savoisien, c'est un musée qui a une vocation départementale, une vocation de rayonnement régional pour rappeler, pour faire redécouvrir cette histoire finalement millénaire mais oubliée des États de Savoie dont nous fêtons cette année les 600 ans, les faire redécouvrir aux Savoyards mais aussi à nos visiteurs, les touristes et puis les curistes. Il n'y a pas de frontière, sans jeu de mots, avec la coiffe que vous savez des Savoyardes. Il n'y a pas de frontière géographique. Ce sont certes 2 départements administratifs, mais nous avons la même histoire, la même identité, la même culture, le même patrimoine. Je dirais la même authenticité, puis aussi la même modernité. Au-delà de cet événement, énormément de groupes font revivre les traditions savoyardes grâce à leurs vêtements, mais aussi par les chants et les danses traditionnelles. Tenter de se rapprocher le plus possible de ce qui était, ça ne veut pas dire que nous sommes des passéistes. Au contraire, nous sommes des gardiens, nous sommes les passeurs. Les gens viennent nous voir et ça permet de discuter et de faire partager évidemment la passion du pays. Une passion qui rend encore plus forte l'identité des Savoyards, représentée ici par quelques 300 objets qui sont les témoins d'une histoire commune, encore loin d'être désuète. Ce soir, nous vous emmenons à la rencontre d'une référence de la photographie de montagne, Pascal Tourner. Depuis ses 18 ans, il est passionné de photos. Il a grimpé d'ailleurs les plus hautes montagnes du monde. Établi à Chamonix depuis plus de 30 ans, mais originaire de région parisienne, c'est aussi sa force et cela lui permet un regard nouveau. Il est aujourd'hui reconnu par les siens. Emmanuel Jaude et François Pirot l'ont rencontré. Depuis près de 30 ans, Pascal Tourner pointe son objectif sur tout ce qui l'entoure. À 57 ans, il est devenu l'une des sommités de la photographie de montagne. Une passion qu'il s'est découvert à 18 ans et qui ne l'a jamais quitté. Aujourd'hui, dans sa bibliothèque, si plusieurs centaines de milliers de clichés s'accumulent, il reste à la quête de sa photo parfaite, mais doit, pour cela, apposer sa patte, sa plus-value. Je me rappelle, il y a quelques années, c'était savoir être là au bon moment, avec la belle lumière, trouver le bon film. Aujourd'hui, bon, c'est plus le film, il faut savoir bien traiter l'image derrière. Mais je reviens donc, oui, pour faire une belle image, faut pas le faire à moitié, faut pas essayer de la voler, faut la construire. Surtout qu'aujourd'hui, il y a une concurrence terrible avec les amateurs, et c'est très bien, ça stimule tout le monde. Mais les professionnels, qui le revendiquent en tout cas, ils se doivent, de se donner du mal quand même, pour faire vraiment la différence. Né à Bondy en région parisienne, le montagnard de cœur ne se lasse pas des choix qu'il a faits. Mieux encore, c'est aussi son regard, celui du natif des plaines, qui fait sa marque de fabrique. Un émerveillement constant. Je sais d'où je viens, oui, c'était moche vraiment, j'aimais pas ça. Après Paris c'est autre chose, j'ai adoré habiter Paris, mais non, ces cités vraiment j'ai pas aimé. Et ici, bon, c'est vrai qu'il y a certaines journées ou 3 jours de pluie, on se lasse. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de travail à faire à la maison sur l'ordi, donc ça compense. Il ne se passe pas une journée sans que je sois émerveillé
par le spectacle que j'ai, devant la fenêtre, dans ma bagnole. Toujours sur de nombreux projets en même temps, Pascal Tournaire ne quittera pas de sitôt son nid douillet sur les hauteurs de la vallée de l'Arve. Sauf peut-être pour repartir à l'autre bout du monde. Lui qui a vaincu les plus hauts sommets de chaque continent, il cherche aujourd'hui ses objectifs de demain pour en capturer l'instant sur son appareil. Un éternel aventurier dont le sourire et les photos se sont implantés au cœur du massif du Mont Blanc comme témoins privilégiés d'un alpinisme en constante évolution. Et puis un mot de sport pour terminer ce journal. Grosse performance du SOC Rugby de Chambéry qui est devenu champion de France de Fédéral 1 ce week-end, c'est-à-dire la 3e division. Ils ont battu Valence d'Agen 34-27. À noter que ce trophée Jean Prat est honorifique puisqu'aucune des deux formations n'évoluera en Pro D2 l'an prochain, le SOC Rugby ne respectant pas les critères financiers imposés par la fédération. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pourrez retrouver ce journal sur notre site internet. Juste après, c'est Sport 8 présenté par Sébastien Germain. Très belle soirée et à demain.